Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Nous approchons du demi-siècle pour la Marche verte. Le 6 novembre 1975, j'étais personnellement un jeune garçon et je m'en souviens. 350 000 personnes foulaient le sol du Sahara marocain et quelques semaines plus tard, le Maroc récupérait son territoire. 47 ans sont passés et ce qui est devenu la partie méridionale du royaume a connu une évolution impressionnante, tant économique que sociale, institutionnelle que démographique, sans remonter à très loin. En 2013 donc, un modèle de développement des provinces sahariennes avait été élaboré par le Conseil économique, social et environnemental avec un diagnostic précis et des perspectives ambitieuses. Nous en parlerons dans cette émission. Puis 2 ans plus tard, tout le monde se souvient du discours prononcé par le roi Mohamed VI à partir de l'Aïoun et annonçant un très vaste plan de développement de près de 80 milliards de dirhams. Routes, aéroports, ports, technopoles, hôpitaux, universités. Cela est la réalité tangible qui, quelques années plus tard, a vu le jour pour plusieurs de ces projets ou est proche de son achèvement pour d'autres. Nous en parlerons aussi. Sur le plan politique et diplomatique, les élections qui se tiennent régulièrement dans les provinces du Sud confirment chaque jour l'adhésion des populations à ces plans de développement et à leur attachement à leur marocanité. Et au regard du monde, la reconnaissance de cette marocanité se confirme de plus en plus, de mieux en mieux, avec les investissements étrangers qui se multiplient, de même que les consulats de pays amis. Nous reviendrons sur ce développement des provinces sahariennes avec nos invités. C'est Abdeltef Komat, bonjour. Bonjour. Vous êtes, comme chacun sait, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Al Harichi, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi, comme chacun sait, doyen de l'Institut de sciences politiques et juridiques de l'université Mondiapolis à Casablanca. Merci à vous deux d'être avec nous. Alors, question groupée, je commence par vous, Ali Harichi. Voici une semaine, la résolution 2654 a été adoptée au Conseil de sécurité à l'unanimité, moins 2 abstentions. Malgré un monde déchiré et des antagonismes qui auraient pu compliquer ce vote. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette résolution et de quoi est-elle le signe ? On peut retenir que cette résolution inscrit la position marocaine dans la continuité, dans la justesse de la position marocaine, dans la légitimité de la position marocaine, que ce soit de point de vue historique ou juridique, et le concert des nations, c'est-à-dire aujourd'hui qui est au niveau du Conseil de sécurité, qui reconnaît une autre fois que la position marocaine est la position qui est durable, qui est juste et qui est politique. Tout cela nous amène à voir que ces 13 États qui votent pour le Maroc, c'est des États, c'est-à-dire les 5 pays permanents en dehors de la Russie qui s'abstient chaque fois, mais qui ne fait pas le veto. Donc c'est un signe aussi important. Et tous les autres États votent en faveur, puisque toutes les résolutions qui arrivent depuis des années sont en faveur du Maroc, que ce soit sur le côté de la proposition marocaine, c'est-à-dire du plan d'autonomie, dans l'intégrité territoriale marocaine, ou de point de vue, c'est-à-dire quand il traite les droits de l'homme, quand il traite les droits de l'homme au niveau du Sahara marocain, comment le Conseil national et le Conseil régional de droits de l'homme est actif et qui est en train de vraiment, il y a le respect des droits de l'homme, et de l'autre côté, il y a toujours un rappel à ce qui se passe à Tindouf, où les droits de l'homme ne sont pas respectés. Donc c'est une résolution qui regroupe en fait toute la réalité de ce qui se passe dans le Sahara, et une réalité non pas seulement historique, mais juridique, et aussi aujourd'hui qui est légitimée à chaque année par une résolution. Et nous ne pouvons que nous féliciter de la proposition marocaine et de la position de tous les États, c'est-à-dire tous les États qui sont au Conseil de sécurité, et puis aussi du projet du secrétaire général des Nations Unies, donc de sa déclaration, de l'envoyé spécial. Donc tout cela conforte le Maroc dans la légalité de sa position. Et aujourd'hui, je pense que le pays voisin doit s'asseoir avec le Maroc, parce que c'est lui qui est concerné. On ne peut plus parler de séparatistes. Les séparatistes, c'est une création dont on a plusieurs fois parlé par le pays voisin et un autre pays dans les années 70, au moment de la guerre froide. C'est un conflit, on va dire, artificiel, mais il est régional. On doit s'asseoir dans une table ronde et trouver une solution pour terminer avec ce problème qui est artificiel et qui bloque le développement de toute la région, malheureusement, donc la région du Maghreb, et aussi qui a un impact sur l'Afrique, étant les liens, puisque nous sommes le pont entre
l'Europe et l'Afrique. Donc tout cela nous mène à ce que cette résolution va dans les intérêts du Maroc et conforte le Maroc, mais aussi dans l'intérêt de toute la région, c'est-à-dire méditerranéenne, maghrébine, et aussi de l'Afrique, sans oublier le terrorisme qui se multiplie malheureusement dans le Sahel. Et nous avons vu les liens entre le séparatisme et le terrorisme, qui a été pas seulement mentionné par les déclarations de toutes les conférences, la dernière conférence qu'il y a eu au Maroc et dont on a parlé la dernière fois avec la présence de 85 États et organisée par les Nations Unies et les États-Unis. Où le lien avait été fait entre séparatisme et terrorisme et grande criminalité aussi. Aujourd'hui, donc, il faut s'asseoir aux tables rondes, il faut que l'État voisin comprenne que le jeu de la guerre froide est terminé et maintenant nous devons construire ensemble pour un développement, c'est-à-dire durable, un développement pour aller de l'avant ensemble pour les populations de la région maghrébine, africaine. Et nous sommes quand même au contour de deux continents et de toutes les relations entre ces deux continents avec tous les défis qui existent aujourd'hui. Vous faites bien de rappeler un peu que quand vous parlez de pays voisins qui doivent s'asseoir autour de la même table que le Maroc, la résolution se fondant aussi sur le rapport du secrétaire général Antonio Guterres parlait de toutes les parties. Et quand il y a deux parties, comme le disent les Algériens, puisque c'est d'eux que vous parlez, on dit deux parties, on ne dit pas toutes les parties. Oui, je parle de l'Algérie. Malgré, c'est ce que je disais en introduction, malgré un monde déchiré des antagonismes, et sachant que les Américains sont le porte-plume, on aurait pu attendre une position plus tranchée de la Russie qui s'est contentée d'exprimer une abstention, ce qui, quelque part, est une forme de reconnaissance de tout ce qui est en train de se passer. Oui, monsieur le doyen Komat, comment vous voyez les choses? Donc, cette résolution 2654, en fait, c'est une consécration dans le cadre de la continuité, en fait, depuis ces dernières années, notamment la consécration de la proposition faite par le Maroc déjà en 2007, qui a proposé une solution qui a été qualifiée de faisable, de réaliste et également de politique, basée sur l'autonomie des régions du Sud, dans le cadre, bien sûr, en fait, je dirais, de la souveraineté marocaine. Alors, ce qui également attire l'attention, c'est que, en fait, c'est une consécration également que les parties prenantes sont au nombre de 4. Aujourd'hui, la partie algérienne ne devrait plus se déminer de sa responsabilité et de cette contradiction qui la caractérise en se disant qu'il n'est pas directement concerné, alors que dans les faits, il est, je dirais, même le principal pays concerné. Et puis, la troisième chose, c'est la bonne volonté du Maroc, donc, qui a été consacrée parce que le Maroc, en fait, prépare un cadre propice, notamment pour les missions onusiennes, qu'il y a la facilitation un peu de cette mission, de sa reconduction d'une manière, je dirais, automatique, parce qu'à un certain moment, on l'a reconduit que pour 6 mois, maintenant il est reconduit pour 1 année. Et puis, bien sûr, d'appeler à préparer le terrain pour l'émissaire de l'ONU pour qu'il puisse aller au bout de sa mission. Et puis, bien sûr, toujours une reconnaissance un peu de l'effort, notamment économique. Ça a été fait par les précédentes résolutions, parce que ce que les régions connaissent les régions du sud du Maroc en matière d'épanouissement sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des droits de l'homme, ce sont des choses qui sont aujourd'hui reconnues. Et donc, je dirais que symboliquement, c'est positif pour le Maroc, d'autant plus que les plus grandes forces, notamment les 4 membres du Conseil de sécurité, ont voté pour. Bien évidemment, il y a la position de la Russie, mais ce n'est pas nouveau. Mais ce qu'il faut noter, c'est que pratiquement à l'unanimité, à l'exclusion de deux pays, mais tout cela était, je dirais, attendu. Globalement, je crois que le Maroc est satisfait de cette position et il va continuer l'élan, notamment surtout de développement de ces régions, parce que c'est une manière un peu de s'impliquer, notamment dans la dynamique, dans le développement et dans cette considération de ces territoires comme faisant partie intégrante de notre pays, en leur accordant tout l'intérêt, tout l'effort qu'ils suscitent en termes notamment d'appui économique et social. Alors, Alain Harichi, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir un peu avec vous, puisque nous sommes
Nous fêtons donc le 47e anniversaire de la Marche verte, un retour sur l'histoire de la récupération du Sahara marocain, du discours du roi Mohamed V à Hamid Rizlen jusqu'aux accords de Madrid en novembre 1975. Je sais que vous êtes intarissable sur le sujet, mais condensez. D'accord. Bon, le Maroc a été colonisé sous protectorat donc espagnol et sous protectorat français. Après la décolonisation et l'indépendance du Maroc, donc il y a eu la déclaration la déclaration commune du 2 mars avec la France, mais il y avait aussi du 7 avril en 1956 avec l'Espagne. Et il restait les parties sud du Maroc qui n'ont pas été recouvrées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu recouvrement de toute intégrité territoriale. Il y avait la région de Takfaya, Sidi Ifni et le Sahara, donc, dont nous parlons aujourd'hui, qui était aussi sous l'occupation de l'Espagne. Donc le roi Mohamed V se déplace donc là, vraiment vers les frontières, et il fait un discours très célèbre qui promet et qui dit aux populations c'est-à-dire qu'il vient chez lui et c'est-à-dire qu'il lui prête un serment d'allégeance, comme quoi ils sont marocains, et que l'engagement du Maroc pour le recouvrement de l'intégrité territoriale. Malheureusement, en cette période-là, la France et l'Espagne vont nous faire une guerre, c'est la guerre Écouvillon de 1958. Donc cette guerre-là, où c'est une alliance contre c'est-à-dire le recouvrement, ou dans la lignée du recouvrement, ou la continuité du recouvrement de l'intégrité territoriale marocaine, mais le Maroc continue à demander. On va récupérer Takfaya en 1958, il va y avoir une résolution des Nations Unies, effectivement, en 1965 pour Sidi Ifni, et puis que nous nous récupérons qu'en 1969. C'est-à-dire l'Espagne va sortir qu'en 1969 de Sidi Ifni, et puis le Maroc va toujours demander, donc, parce qu'il y a la manière militaire et la manière politique, donc le Maroc reste engagé pour récupérer au niveau des Nations Unies donc le Sahara, c'est-à-dire le territoire sud du Maroc. Et là, on était face à un autoritarisme, un régime autoritaire en Espagne, sous l'égide de Franco, donc du général Franco, qui ne voulait pas lâcher cette région pour plusieurs raisons, pour la stratégie, pour les îles Canaries, pour d'autres. C'est une région très stratégique. Et à un certain moment, le monde, c'est-à-dire le Maroc, va expliquer sa question au niveau des Nations Unies sur le plan politique, jusqu'au moment où Franco va accepter donc de s'asseoir avec le Maroc. Et c'est en 1975 où il va y avoir les accords de Madrid pour redonner au Maroc... après la Marche verte. Voilà. Une semaine, du 6 novembre au 14 novembre, accord de Madrid. Pour redonner au Maroc ses territoires. Et c'est là où le Maroc, quand on voit les images de la Marche verte, on est toujours ému devant cette population marocaine qui a répondu à l'appel et qui est toujours prête à répondre à l'appel si demain on nous demande peut-être de revenir ici pour confirmer. Les Marocains répondront à l'appel. Alors, depuis 1975, c'est Abdelef Komat, un retour sur l'évolution. Donc, lui, il a parlé de 58 à 75. Je vous demande donc de 75 à maintenant, un retour sur l'évolution démographique, urbaine, économique des provinces sahariennes jusqu'aux années 2010. On va entrer dans le vif du sujet. Très bien. Il s'agit en fait de découper toute cette période de 75, je dirais à 2010 et même aujourd'hui. Moi, je parlerai de 3 grandes étapes. De 75 au début des années 90, c'était carrément une période de lutte, je dirais armée directe, avant qu'il y ait le cessez-le-feu en 91. Donc bien sûr, une préoccupation était beaucoup plus sécuritaire, de stabilisation. Et heureusement, le Maroc, bien sûr, s'en est sorti. D'ailleurs, après, il y a eu le cessez-le-feu qui date du début des années 90. La deuxième étape, c'est de 91 jusqu'à 2013-2014. En fait, où il y a eu un élan. Voilà, il y a eu un élan, il y a eu une attention plus, je dirais, articulée vers tout ce qui est développement économique et social, avec un certain nombre de projets initiés. Et puis, bien évidemment, il y a la troisième phase, donc qui a démarré avec un diagnostic qui a été fait, on va y revenir, en 2013, mais après, surtout, le discours historique de novembre 2015, Sa Majesté, qui a donné l'élan au nouveau modèle de développement qui, en fait, a connu, je dirais, cette dernière période, un élan,
je dirais, majestueux en termes de projets sur le plan économique, sur le plan social et même sur le plan de la gouvernance, sur le plan culturel, etc. Alors, si on revient maintenant à l'évolution, je dirais, sur un plan urbain, sur un plan démographique, sur un plan économique, il faudrait également qu'avec cet élan économique, cet élan social, il y a eu quand même un accroissement de la population à tel point qu'aujourd'hui, on estime que à peu près, nous sommes à 600 000 en fait, le nombre de la population au niveau de ces régions du Sud, avec une croissance ces dernières années, parce que la croissance de la population va avec la croissance économique. D'ailleurs, entre le recensement de 2004 et le recensement de 2014, la population des régions des provinces du Sud a augmenté de plus de 40%. Et pour certaines villes, il a même doublé, notamment la ville de Dakhla, la population en 10 ans a plus que doublé. Donc tout cela va avec, bien sûr, l'effort qui est fait sur un plan économique. Donc il y a eu beaucoup de projets, notamment en termes économiques et également en termes sociaux. Et donc je dirais que c'est une dynamique enclenchée à partir de cette période-là, mais qui va connaître un tournant dans les dernières années. Alors, nous restons avec vous, Abdeltef Komat, sur le rapport publié par le Conseil économique, social et environnemental en 2013 sur le modèle de développement des provinces du Sud. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les principaux éléments? Alors, il s'agit d'un rapport, je dirais, très, très important parce qu'il était le prélude en termes de réflexion à une véritable stratégie de développement des régions du Sud. Tout d'abord, bien sûr, en évoquant les caractéristiques sur un plan démographique, sur un plan social, sur un plan culturel, et puis les défis, les potentialités de la région. Il a fait également un diagnostic. Il a fait un diagnostic, notamment sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan sectoriel. Et puis, il est venu avec un certain nombre de propositions, d'orientations. Et en fait, l'avantage de cette étude, c'est qu'il n'est pas resté focusé ou cloisonné sur un domaine précis, il était global. Il a voulu être stratégique en touchant bien sûr l'aspect économique, parce que c'est très important, le développement économique. Il crée l'emploi et bien évidemment, il crée des richesses. Mais en fait, l'avantage, c'est qu'il a brassé d'autres domaines, notamment le domaine culturel, et on connaît la richesse de la culture des provinces du Sud, le domaine de la gouvernance, notamment la notion de la participation de la population au niveau des prises de décision. Et c'est un prélude même de la régionalisation avancée que connaît aujourd'hui notre pays. Les régions du Sud ont été les pionniers sur ce plan-là, avec justement un appel à faire participer la population sur un plan politique, mais également au niveau des prises de décision. Et puis également, il a fait un diagnostic sur la dimension sectorielle pour relever quelles sont les potentialités sectorielles de ces régions. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre de secteurs qui émergent, notamment tout ce qui est halieutique, pêche, bien sûr, il y a tout ce qui est infrastructurel, il y a la valorisation des produits du phosphate, il y a tout ce qui est énergie et développement durable, il y a le dessalement de l'eau. Tout cela, en fait, émerge d'un diagnostic qui a révélé à l'époque quelles sont les grandes potentialités, notamment territoriales, pour justement valoriser les richesses de nos provinces du Sud. Alors justement, continuons sur ce rapport à Ali Harichi. Il évoquait également et d'une manière insistante le futur rôle des provinces sahariennes comme hub vers l'Afrique. Alors, une phrase que je vais vous citer: conférer aux provinces du Sud une fonction de hub entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, à travers notamment un cluster maritime, un plan de connectivité adéquat basé sur le développement des autoroutes électriques, la construction de la rocade atlantique et de la route du désert, le renforcement du réseau portuaire et du transport maritime et aérien. Est-ce qu'on peut parler d'une vision géopolitique déjà? Ça fait 9 ans. C'est une vision tout à fait géopolitique. Le Maroc, en fait, c'est un pont. C'est un pont entre l'Afrique et l'Europe. C'est aussi le pays qui vient dans l'extrême, c'est-à-dire Al-Maghreb, c'est dans l'extrême de l'Occident. C'est l'Occident, en fait, à un certain moment, c'est le pays qui était à l'extrême ouest de ce qu'on connaissait de la géographie, donc dans le temps politique, c'est-à-dire dans le temps de l'Antiquité ou même dans le 15e, le 16e, 17e siècle. Donc c'est un pont entre l'Afrique, le Maghreb et aussi entre l'Europe. Le Maroc a joué ce rôle avant par des routes dans le Sahara. C'était Sidi Massa qui était, donc là, si vous voulez, la capitale. Et il y avait 2 routes. Il y avait la route de l'Orient qui passait par Fès vers l'Est et la route qui passait vers le Sahara. Donc le Maroc il a toujours eu cette économie caravanière et cette économie avec le Sahara et à travers le Sahara avec l'Afrique.
Aujourd'hui, avec le développement, avec tout ce qui est arrivé, donc, que ce soit l'infrastructure et autres, le Maroc est en train de faire la même chose. Il a supposé qu'il devait faire cela et c'est ce qui a été réalisé. Et aujourd'hui encore, le Maroc joue un autre rôle et en plus de ça, on est en train de réfléchir et on est en train de concrétiser, nous l'espérons, avec le Nigeria, le gazoduc qui doit passer par tous les États de la CEDEAO et qui va passer au niveau, donc, puisque vous parlez du portuaire, il va contourner tous les États, 12 ou 13 États de l'Afrique de l'Ouest et arriver au niveau de Dakhla, donc au niveau du port de Dakhla, qui est aussi une ouverture qui est géopolitique sur le monde, si vous voulez, et sur l'Europe et sur l'autre, c'est-à-dire sur l'Atlantique. Donc, tout ce qui a été dit ici a été réalisé et le Maroc construit. Quand on voit, comme a dit C. Abdeltef, de point de vue infrastructure, de point de vue développement économique, offre d'emploi, donc tout va en même temps, tout se fait en même temps. Il n'y a pas certaines choses ou certains secteurs qui se développent et d'autres qui restent, c'est-à-dire en marge. On voit le secteur halieutique, effectivement, il s'est très bien développé dans la région, l'infrastructure, l'agriculture aussi. Donc, et tout permet au Maroc, bien sûr, une ouverture à la fois comme pont vers l'Afrique, c'est-à-dire le Sud, puisque le Maroc s'inscrit dans les rapports, aujourd'hui rapport Sud-Sud, mais aussi en gardant tous les partenariats avec l'Europe, et ça fait du Maroc un carrefour, non seulement des civilisations, mais aussi un carrefour économique, un carrefour politique et un carrefour de paix. Parce que pour avoir un marché qui puisse, c'est-à-dire entre les États, il faut avoir la paix et la sécurité, et c'est ce que fait le Maroc. Alors, le continuum historique dont vous parlez tout à l'heure, Abdeltef Komat, fait que la temporalité a un sens. Il y a eu le rapport du CESE donc en 2013, et puis il y a eu le discours dont vous parliez tous les deux tout à l'heure, du 6 novembre 2015, un discours véritablement historique qui a été prononcé à Laayoune. C'est pas pour ça qu'il était historique uniquement, mais parce que le roi Mohamed VI a déroulé avec précision, une véritable vision des perspectives qu'il entrevoyait pour les provinces du Sud. Alors, en quoi consistait cette vision dans ce discours? On se rappelle de ce discours, on se rappelle, c'était comme hier, c'était précis, et il y avait beaucoup de détails qui ont été mis. En fait, c'est un discours, bien évidemment, il est historique, il est symbolique parce qu'il est prononcé à partir de la ville de Laayoune, mais il est également et surtout structurant, je dirais, sur plusieurs plans. Bien sûr, il y a le plan économique. D'ailleurs, des semaines après le discours, il va y avoir la signature d'importants contrats qui ont déclenché toute une dynamique que vont connaître les provinces du Sud. Après, on va y revenir. Deuxième chose, il est structurant notamment sur un plan géostratégique. En fait, Sa Majesté a toujours voulu que les provinces du Sud soient le tampon entre le Maroc et ce prolongement au niveau de l'Afrique. Et ça a été dit clairement au niveau de ce discours. Et également, en fait, les provinces du Sud ne seraient pas coupées, je dirais, notamment de l'Europe, parce qu'ils sont dans la continuité de l'effort, de la dynamique que connaît notre pays. Et donc, il s'agit en fait d'une vision qui intégrerait les régions du Sud d'une manière très profonde, comme une région très dynamique pour notre pays. Bien sûr, c'est le prolongement de l'effort que connaît notre pays, mais également, elle serait l'ossature, notamment, d'une liaison plus profonde avec le prolongement du Maroc, qui est l'Afrique. Et bien évidemment, tout cela est suivi par des actes concrets, notamment tout ce qui est liaison, par exemple, routière. On va voir après qu'il va y avoir des routes qui vont lier le nord du Maroc au Sahara et avec un prolongement vers l'Afrique. Il va y avoir également l'aérien, il va y avoir des ports, il va y avoir... Donc, c'est-à-dire, c'est une dynamique infrastructurelle, économique, mais avec des visions stratégiques. Et c'est ça la profondeur de ce discours qui, bien évidemment, il va y avoir une suite parce que toute la dynamique que vont connaître nos régions du Sud sont liées historiquement à cet important discours. Alors justement, parmi les projets dont vous parliez, il y a cette fameuse voie express Tiznit-Dakhla qui est pratiquement achevée, si elle ne l'est déjà, ça fait quand même 1000 kilomètres.
C'est pas rien. Donc c'est un prolongement, si vous voulez, du réseau autoroutier, avec une petite coupure au niveau de Agadir, mais un prolongement du réseau autoroutier, donc qui vient de Tanger jusqu'à Dakhla. Et puis il y a eu aussi, bien entendu, le lancement des travaux qui sont avancés aujourd'hui du port Dakhla Atlantique, avec cette vision géopolitique dont vous parliez tout à l'heure, Ali El-Harichi. Le temps court, donc la première partie est finie, mais juste après, je voudrais revenir avec vous, Ali El-Harichi, sur la partie du discours où Sa Majesté fait établit une comparaison avec ce qui se passe de l'autre côté à Tindouf, avec des mots très, très précis. Nous y reviendrons donc juste après la pause. À tout de suite. Bonjour, on démarre la deuxième partie du débrief consacré donc à la célébration du 47e anniversaire de la Marche verte. Avec nous, messieurs les doyens El-Harichi et Komat pour en parler et pour revenir un peu sur le récent historique, une histoire riche depuis près d'un demi-siècle et même avant, mais plus précise depuis une dizaine d'années sur un plan économique, politique, géopolitique. Juste avant la pause, Ali El-Harichi, je vous disais que sur ce discours, ce fameux discours symbolique du 6 novembre 2015, le roi Mohamed VI, après avoir établi une vision précise de comment il voyait les provinces sahariennes, a établi une comparaison avec en face sur Tindouf. Il avait dit quoi, Sa Majesté? Un retour sur ce passage? Dans l'ensemble, c'est qu'au Maroc, il y a tout. De l'autre côté, à Tindouf, il y a le néant, il n'y a rien. Au Maroc, il y a les infrastructures. De l'autre côté, il n'y a rien, il n'y a que des tentes. Au Maroc, il y a la transition et la consolidation de la démocratie. De l'autre côté, c'est l'autoritarisme. Au Maroc, il y a la légitimité. De l'autre côté, il y a un grand mensonge. Au Maroc, il y a le respect des droits de l'homme. De l'autre côté, c'est les droits de l'homme qui sont bafoués. Au Maroc, il y a une union de la population pour le bien commun de tous. De l'autre côté, c'est un groupuscule qui prend le pouvoir et les rênes, et malheureusement, avec toujours l'État voisin qui essaye d'utiliser on va dire, ces séparatistes pour les problèmes internes. Il est en train d'externaliser, c'est une extranéité, si vous voulez, de ces problèmes à travers le problème ou ce conflit artificiel. Donc finalement, on peut résumer, moi, je dirais une phrase de CS, mais qui concernait autre chose, qui était le tiers-État, c'est tout. Le Maroc, c'est tout. Et à Tindouf, c'est rien. C'est très important. Est-ce que fait le Maroc? Est-ce que, a dit mon collègue Abdeltef Koumet, effectivement, tout ce qu'a fait le Maroc au niveau de la région du Sahara en peu d'années, parce qu'il y a eu d'abord la guerre jusqu'en 1991, avant le cessez-le-feu. Et même après le cessez-le-feu, il fallait construire, il fallait d'abord apaiser. Et quand on voit les photos et quand on part là-bas, on voit la réalité, on voit qu'il y a le Maroc, que ce soit dans ses provinces sud, ses provinces nord, ses provinces du centre, c'est le même Maroc qui est en train de marcher avec le même élan, sur le même élan, avec la même vitesse. Et de l'autre côté, malheureusement, pour des gens qui croient encore en quelque chose qui est fallacieuse, parce que les choses fallacieuses ne se réaliseront jamais, ils resteront à jamais des mensonges. Donc voilà la réalité, la vérité, et voilà le mensonge. Voilà la vérité, c'est le drapeau du Maroc. Voilà le mensonge, il est de l'autre côté à Tindouf. C'est une chimère. Et entre la réalité et la chimère, finalement, c'est la réalité qui a le succès. C'est joliment dit ça. La résolution 2654, d'ailleurs, dans cette résolution, la communauté internationale représentée par le Conseil de sécurité s'impatiente un peu d'ailleurs quand vous parlez que les populations sont dans le dénuement le plus total. Eh bien, c'est dans cette résolution, pour la première fois, il y a une impatience qui s'exprime de la communauté en demandant instamment et avec insistance et à nouveau l'enregistrement de ces populations pour qu'on sache qui vit dans ces camps dans le détail. Et ça réservera très certainement des surprises. C'est Abdeltef Koumet. Alors, on revient sur ces projets de 2015. Vous avez effleuré tout à l'heure, mais en restant sur l'aspect général. Maintenant, en entrant dans les détails, en quoi consistent ces projets? En quoi ces villes ont véritablement évolué? On les voit sur les images. Des villes que vous connaissez parfaitement parce que vous y êtes très souvent. Donc, vous avez pu voir Ain Katab,
comme on dit, ou de visu, ce qui y a été fait. Alors, qu'est-ce qui y a été fait? D'ailleurs, j'y vais après-demain dans le cadre d'un forum sur la TPE. Et c'est vrai, j'ai l'occasion de voir. D'ailleurs, la semaine dernière, on était à Goulmim. Bon, c'est également une région très chère aux Marocains, concernant un forum concernant les énergies renouvelables. Il y a toute une dynamique. Il faut rappeler que en fait, il s'agit d'un projet ambitieux. Avant que nous ayons le nouveau modèle de développement du Maroc, on a eu le nouveau modèle de développement des régions du Sud à partir du discours de novembre 2015, mais opérationnalisé à partir de début de 2016, à travers un budget très très important qui était initialement de 77 milliards de dirhams et qui remontait aujourd'hui à 85 milliards de dirhams, avec plus de 60 projets. D'ailleurs, une évaluation a été faite il y a 2 ans. Pratiquement, à peu près 40% des projets sont déjà réalisés et opérationnels. Une partie est en cours et l'autre partie elle est un peu décalée, notamment à cause du Covid. Mais toujours il y a un engagement de l'État à ce que tous ces projets voient le jour. D'ailleurs, il y en a qui sont à l'étape finale. Vous avez évoqué le réseau routier. Pratiquement, il est à l'étape finale sur 1100 km entre Tiznit et Dakhla. Nous avons également le port de Dakhla qui est avec un budget de 10 milliards de dirhams qui est pratiquement à l'étape de démarrage. Nous avons les projets de valorisation des produits phosphatiers. Nous avons les projets de dessalement de l'eau. Pratiquement, on compte aujourd'hui plus de 6 projets opérationnels et en cours en matière de dessalement. Ça a été repris dans le rapport d'Antonio Guterres, d'ailleurs, sur le Sahara, les projets de dessalement et toutes les infrastructures dont vous parlez. Notamment, vous avez évoqué le volet universitaire. Vous savez que pratiquement nous avons 5 grands établissements universitaires aujourd'hui entre Dakhla. Il y a le NCG, il y a l'EST, à Lyon. Il y a une faculté de médecine, en fait, aujourd'hui, connectée à un CHU. Le CHU, c'est carrément un projet qui va métamorphoser la région avec un service hospitalier qui cadre avec le projet royal de la généralisation de la couverture médicale. C'est un grand projet avec plus de 1,2 milliard de dirhams, avec plus de 500 lits connectés à une faculté de médecine qui est déjà opérationnelle. La faculté de médecine a déjà démarré. Et puis, bien sûr, nous avons des projets Asmara, etc. Donc, en fait, je dirais que la vision, elle est globale, elle est intégrée, elle concerne la dimension économique avec des projets notamment en ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne le tourisme. Rien qu'au tourisme, aujourd'hui, on a plus de 23 hôtels en réalisation à Dakhla. Donc, sur Dakhla seulement? Sur Dakhla. Donc, c'est une ville, vous savez qu'aujourd'hui, Dakhla est une destination privilégiée en termes de forums, en termes de colloques, pas seulement nationaux, mais même internationaux. Et c'est une manière également de reconnaître, je dirais, ce qu'offre cette région sur un plan touristique, mais également sur un plan logistique et sur un plan infrastructurel. Également en termes d'emploi liés à tout ce qui est économie sociale et solidaire, en termes de coopérative. Donc, également sur un plan de l'éducation, il y a en fait toute une révolution en matière de création d'écoles. Le côté associatif, pour dire que c'est en fait pratiquement aujourd'hui, c'est vrai que le plan initialement était 2015, 2021, 2022, on a pris un peu de retard, mais certainement, donc, l'État s'est engagé à réaliser tous les projets initiés et je dirais, ça va révolutionner, c'est déjà fait, mais ça va continuer à chaque fois qu'on y va. Au bout de quelques mois, on voit que ces villes changent, s'embellissent et qu'il y a une dynamique en termes d'infrastructures, en termes de création d'emplois. Et je dirais c'est un beau projet. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai évoqué 3 étapes. La 3e étape, c'est de 2015, le discours royal à aujourd'hui. Là, carrément, la vitesse a été accélérée et la concrétisation a pris une autre dimension qui a fait qu'aujourd'hui, c'est des régions qui bougent de semaine en semaine. Et on le voit d'une manière, je dirais, directe à travers différentes visites que nous effectuons. Juste une précision sur ce que vous venez de dire, doyen Komat. C'est le fameux port de Dakhla Atlantique en eau profonde est un port qui sera réalisé, qui est lancé maintenant, qui est réalisé par des entreprises marocaines. Uniquement marocaines. Il fallait le rappeler et le préciser. Alors, à Al-Harachi, on revient sur le côté institutionnel. Donc, à chaque élection, régulièrement, donc, comme nous le savons tous depuis une vingtaine d'années, il y a un taux de participation traditionnellement plus élevé dans les provinces sahariennes que dans le reste dans les 9 autres régions. Alors, un commentaire sur ce fait, sur les élections de 2021.
Il faut dire en sociologie électorale, il y a plusieurs écoles d'interprétation du vote. Et l'une des écoles les plus prépondérantes, c'est ce qu'on appelle le paradigme de Michigan. Donc, cette école-là, il parle d'un déterminisme dans le vote. C'est-à-dire les gens qui vont voter, ils sont déterminés par plusieurs facteurs qui font que des personnes peuvent voter pour un parti ou pour une chose ou une autre. Aujourd'hui, au Sahara, ce déterminisme de l'école, de ce paradigme de Michigan, il est vraiment, on le touche, on le sent, et puis on le lit et on l'analyse. Pourquoi ? Parce que l'école, il dit, le vote est un acte de foi, est une identification à un parti, mais là, c'est l'identification à l'État marocain, à l'appartenance de cette région au Maroc. Quand la population qui habite au Sahara, aux provinces du Sud, dont la majorité sont originaires du Sahara, va voter dans les élections régionales, nationales et communales c'est-à-dire avec un taux élevé de vote, ça veut dire c'est une grande participation politique, c'est une grande confirmation de leur appartenance au Maroc. Ça, c'est très important. Donc, et comme l'école d'ailleurs dit, c'est un acte de foi. C'est vraiment un acte de foi, déjà, le taux de participation. Aussi il est passé 60%, alors que le taux national était à peu près de 50%. Mais c'est très important. Dans le monde entier, on n'arrive plus à des taux aussi hauts, c'est-à-dire même dans les pays où la démocratie est enracinée depuis je ne vais pas dire des siècles, de toute façon, puisqu'il est arrivé il y a quelques siècles, il y a 2 siècles. Et aussi le déterminisme pour le choix de certains partis qui réclamaient l'intégrité territoriale depuis l'indépendance du Maroc, bien sûr, dans le mouvement du peuple, du roi et du mouvement national. Donc on voit vraiment l'identification du choix des électeurs des provinces sud pour des partis et des personnes qui sont du Sahara, des gens qui, dans des partis qui ont proclamé depuis, avant même l'indépendance de cette région, donc en 1975, leur appartenance, et cela nous conforte dans l'esprit de l'État, qui est constitué par 3 éléments constitutifs, un territoire, une population et une puissance publique. Voilà la population marocaine qui habite au Sahara et qui reconnaît, c'est une reconnaissance de l'intégrité territoriale et que cette région-là, ces provinces sud, ce sont des provinces marocaines comme les autres. Merci pour la démonstration institutionnelle et constitutionnelle et aussi académique et universitaire. C'est Ali Harichi, doyen Harichi. Comment la charte de l'investissement? On revient à l'économie, la charte de l'investissement, donc, dont on parle beaucoup ces dernières semaines. Est-ce qu'elle prévoit des mesures spécifiques pour les investisseurs potentiels dans les provinces du Sud, investisseurs marocains ou étrangers? En fait, en fait, la charte de l'investissement, je dirais, profiterait à nos provinces du Sud à travers 3 canaux. Tout d'abord, bien sûr, il va y avoir un soutien commun à tous les secteurs, toutes les régions, et bien évidemment, il va y avoir des avantages. Mais il y a 2 volets, 2 canaux dont profiteraient les régions du Sud, notamment tout ce qui est réduction des déséquilibres territoriaux. Et il va y avoir des territoires qui vont avoir un soutien particulier ou des primes particulières, et bien évidemment, les régions du Sud, ils sont tout à fait concernés, bien qu'ils connaissent déjà un élan économique, mais ils ont besoin encore de soutien sur un plan infrastructurel, logistique, etc. Et puis, bien évidemment, il y a la 3e dimension, qui est une dimension sectorielle. Et il se trouve que les secteurs qui sont aujourd'hui, je dirais, porteurs ou qui ont une potentialité de développement au niveau de nos régions du Sud, sont des secteurs qui certainement seraient soutenus, notamment tout ce qui est développement durable, tout ce qui est énergie renouvelable, d'accord, tout ce qui est valorisation de nos matières premières, de nos richesses naturelles. Tous ces projets auront des avantages, des primes de soutien qui vont permettre à nos régions du Sud d'être plus attractifs. Hein. Ils le sont déjà, mais ils devraient l'être encore davantage. Et cette attractivité va se développer à travers des primes, qu'elles soient des primes, je dirais, territoriales ou des primes sectorielles. Et puis, bien évidemment, tout ce qui se fait aujourd'hui en termes infrastructurels, parce que l'infrastructure est un moyen très, très important justement pour attirer l'investissement. Il y a également une attention particulière au Centre régional d'investissement
aux séries de ces régions-là qui ont des instructions, notamment pour la simplification des procédures, pour faire prévaloir toutes les potentialités de ces régions, parce que c'est vrai, tout ce qui est soutien à l'investissement sur un plan, je dirais, financier, d'infrastructure, fiscale, etc., est très important, mais il y a tout l'effort marketing à faire, et ça, je crois, sur ce plan-là, aujourd'hui, il y a tout un effort. D'ailleurs, j'ai évoqué le nombre de forums, le nombre de congrès, le nombre d'actions d'attrait des investisseurs au niveau de ces régions, ce qui fait que certainement nous sommes très positifs par rapport à l'attractivité de l'investissement dans nos régions du Sud. Alors, tout à l'heure, vous expliquez, Ali El-Harichi, donc cette marocanité des provinces du Sud exprimée par sa population à travers le vote, mais il y a aussi cette marocanité qui est affirmée à travers l'ouverture de plus d'une trentaine de consulats. C'est une reconnaissance, plus qu'à fermer 30 consulats, ça fait à peu près, combien on va dire, 25% de la communauté internationale, 30%, 20%. Là, si on est à 195 États, tout à l'heure, on parlait c'est-à-dire que la population, et maintenant, on est dans les relations internationales. On est dans le concert des nations. Voilà les nations qui reconnaissent, non pas parce que la majorité des nations ou des États dans le monde reconnaissent la marocanité du Sahara. Il n'y a qu'une vingtaine, une trentaine des nations ou des États hérités si vous voulez, de la guerre froide, qui sont toujours dans leur problématique de la guerre froide, et qui commence, c'est-à-dire le nombre il est en train de se réduire. Maintenant, quand on parle des nations ou des États qui ont ouvert leur consulat dans un concert de nations, c'est la population internationale. On est dans la sociologie internationale, parce que dans cette société internationale, voilà des acteurs internationaux qui sont les États, pas seulement, qui viennent investir, qui viennent d'abord ouvrir des consulats. Voilà une reconnaissance, c'est une reconnaissance de la marocanité de ce territoire, du Sahara, mais il y a aussi des sociétés transnationales qui viennent investir dans ces régions, qui viennent faire des partenariats avec le Maroc, que ce soit sur le plan de collectivité, c'est-à-dire territoriale décentralisée, ou bien pour faire des investissements directs étrangers, ou bien des coopérations. Tout cela, ce sont des formes de reconnaissance de la marocanité du Sahara, mais de point de vue de la sociologie internationale, avec d'autres acteurs, c'est-à-dire des acteurs qui sont soit des États, soit des multinationales, soit des ONG qui organisent aussi au niveau du Sahara, donc des forums, et c'est une forme de la reconnaissance sur le plan des nations. Il faut voir tout cela, c'est sur le plan de la scène internationale, et il faut voir tout cela comme non seulement une reconnaissance, mais c'est la reconnaissance de la vérité, pas le concert des nations, avec une multitude d'acteurs qui sont les États, qui sont les collectivités décentralisées, qui sont les investisseurs directs étrangers. Alors ça, c'est au niveau des États. Au niveau des groupements d'États, Abdelatif Komat, où en sont les négociations maintenant, les accords avec l'Union européenne concernant le Maroc d'une manière générale et concernant parfois ces détails, et les détails sont importants en ce qui concerne les provinces du Sud. On en est où avec les Européens? Alors en ce qui concerne les provinces du Sud... Ils ne sont pas toujours très clairs, il faut dire. En fait, oui, mais ce qui est clair, c'est ce qui est officiel. Voilà. Et ce qui est officiel, c'est le rapport de la Commission européenne et du service européen de l'action extérieure, qui sont des organes qui, en fait, ils sont les porte-parole, ils sont habilités justement à émettre d'une manière officielle la position de l'Union européenne. Alors le dernier rapport, qui date de décembre 2021, il précise d'une manière très claire que la population des provinces du sud du Maroc bénéficie pleinement des accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc. C'est une reconnaissance que le Sahara est marocain, parce que les relations commerciales entre l'Union européenne et le Maroc intègrent également toutes les activités, les populations qui sont dans les provinces du Sud. Au contraire, je dirais même plus, en fait, il salue, ce rapport salue l'effort qui est fait par le Maroc, justement, pour développer ces régions, pour leur donner
cet élan économique. Moi, je crois que sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vrai qu'il y avait des tergiversations à un certain moment. Il y a de la tentative de nos adversaires de bloquer, en fait, ces relations commerciales entre les provinces du Sud et l'Union européenne, mais ils n'ont pas réussi parce que l'Europe, en tant qu'institution, aujourd'hui, se réfère aux résolutions des Nations Unies. Aujourd'hui, la question, c'est une question qui est en train d'être traitée par les instances internationales et ça ne remet aucunement les relations commerciales entre l'Union européenne et le Maroc, avec tout son territoire, y compris les provinces du Sud. Donc sur ce plan-là, bien évidemment, le problème ne se pose pas. Maintenant, concernant d'une manière globale les relations entre l'Union européenne et le Maroc, globalement, ils sont bonnes. Ils sont bonnes sur un plan politique, parce que ce qu'on voit de temps en temps, le comportement de certains pays ne concerne pas l'Union européenne. L'Union européenne, au moment où on avait sollicité son point de vue, c'était pratiquement toujours lié aux résolutions des Nations Unies, et ça ne remettait en cause ni les relations économiques, ni les relations politiques entre le Maroc et l'Union européenne. Et aujourd'hui, on voit que pratiquement les grandes puissances de l'Europe, on a vu les positions dernièrement de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Hollande, de la Belgique. Donc ce sont les grands pays de l'Union européenne qui ont exprimé, ont fait leur soutien à la proposition marocaine. Donc je dirais que globalement aujourd'hui, les relations Maroc-Union européenne sont, je dirais, par rapport à une conjoncture qui est plutôt tendue, sur ce plan-là, les relations ils sont bonnes. C'est vrai que parfois c'est au niveau de la justice européenne qui prend des décisions qui sont tout de suite d'ailleurs remises en question par la Commission européenne, et au niveau des États. Abdeltef Komat a effleuré le sujet il y a un instant, Ali El-Harichi, sur le plan bilatéral d'État à État, concernant les États des pays de l'Union européenne, il y a quand même des avancées. Alors, on se rappelle qu'il y a quelques mois, voire même un peu plus, c'était les relations qui s'étaient extrêmement bien affirmé avec les 4 pays du groupe de Visegrad. Et puis il y a eu, après une période assez tendue, on va appeler les choses comme ça, avec les Allemands, puis avec les Espagnols, ça s'est arrangé. Avec le Royaume-Uni, depuis le Brexit, il y a de plus en plus de rapprochements entre les 2 royaumes. Il reste donc ces pays-là, et puis il reste le cas aussi de la France. On en est où avec eux? Juste pour la justice européenne. La Chambre française de commerce et d'industrie est souvent dans les provinces sahariennes, mais pas au niveau gouvernemental. Juste pour la justice européenne, comme l'a bien précisé Abdeltef, la seule institution qui est habilitée à prononcer, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc quand la justice européenne prononce parfois on va dire des décisions qui sont politiques, ça ne nous concerne pas. Et la Commission européenne, sur le champ, c'est elle qui prononce, c'est-à-dire qu'il y a des relations avec le Maroc. Donc, juste pour revenir à la France, c'est vrai, là, aujourd'hui, la majorité des États européens reconnaissent d'une manière claire, limpide, explicite la marocanité du Sahara, et même la France, vous venez de l'évoquer, c'est-à-dire la Chambre de commerce, sur les investissements que la France fait dans le territoire sud-marocain et qu'elle espère toujours faire. C'est un peu la question qu'on peut se poser. Mais la France, malgré le froid, il y a une période de froid, nous avons vu qu'au niveau de la résolution, donc la dernière résolution, donc 2654, et ils ont voté en faveur de cette résolution qui est en faveur du Maroc. Sans expliquer le vote. Bon, cette fois-ci, ils n'ont pas expliqué le vote, mais c'est un vote qui est positif. Donc, ils sont toujours avec nous. Ils l'ont été depuis 2007. Maintenant, c'est vrai, c'est le partenariat entre le Maroc et la France où il y a un certain froid, on l'a vu. La France essaie avec la crise, il faut voir ça dans un contexte géopolitique mondial, il essaie pas de rééquilibrer, mais un peu de pencher vers l'Algérie avec la crise ukrainienne, c'est le gaz. Donc, il essaie de jouer cet équilibre, mais le Maroc, il est très clair. Soit vous êtes avec nous, et d'ailleurs, le discours de Sa Majesté, donc, à l'occasion de la révolution donc, du roi et du peuple, était très clair. Le Sahara est le prisme avec lequel le Maroc considère ses relations internationales. Il n'y a pas et c'était la France qui était concernée. Bon, le froid, il est toujours là, mais la France a quand même voté en faveur de cette résolution. Certainement, la France connaît une crise aujourd'hui, interne. Il ne faut pas oublier que la France, ils sont aujourd'hui ils sont toujours avec des motions de censure
contre le 29, c'est ça, le 49-3. Il y a un problème politique, c'est-à-dire interne, au niveau de la France, mais en tous les cas, ils n'ont pas touché les sacralités du Maroc, c'est-à-dire son intégrité territoriale par rapport au Sahara, donc à nos provinces sud. Peut-être que la France, si elle arrive à résoudre ses problèmes internes, on verra que sa relation ou son partenariat va-t-elle le rénover encore avec le Maroc. Moi, j'ai toujours qualifié la relation entre le Maroc et la France, on en a parlé, c'est même ma thèse, c'est la permanence et les perspectives. Les relations entre le Maroc ont toujours été permanentes avec la France, malgré les conflits et les crises qu'ils ont connues. Et au moment des crises, les perspectives d'avenir se traçaient pour trouver des solutions pour aller de l'avant. Et ça, on est passé depuis 1956, avec tellement de crises, 57, 58, 65, et puis 2014 et 80. Toutes ces crises-là n'ont jamais arrêté les relations entre le Maroc et la France. C'est une relation permanente, ce n'est pas une relation constante. C'est une relation qui s'écrit toujours pour trouver des projets d'avenir, pour trouver une écriture commune pour un avenir commun. Sauf qu'entre-temps, les choses avancent et avancent vite depuis quelques années, quelques mois. Un dernier mot très rapidement sur la zone économique exclusive du point de vue du droit maritime, Abdel Komat. En fait, la question de la zone économique maritime a été tranchée au Maroc depuis mars 2020, où en fait, aujourd'hui, les choses sont claires. C'est selon la réglementation du droit maritime international, 200 miles sur le territoire marocain. C'est dans le cadre de la souveraineté du Maroc, qui a délimité, bien sûr, toute la zone territoriale continentale, mais également la zone économique. Bien évidemment, ça a été voté, ça a été publié au niveau du bulletin officiel. Et donc ça, c'est dans le cadre de la souveraineté du Maroc. Bien évidemment, il y a la relation sur cette question avec l'Espagne, mais je crois que les relations aujourd'hui sont globalement bonnes. Donc, ce qui fait que, je dirais, cette question pour le Maroc, elle est tranchée. Merci à vous, messieurs les doyens, pour vos éclairages à l'occasion de cet anniversaire, 47e anniversaire de la Marche verte. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.